Bonjour, dans le chapitre précédent sur les marchés concurrentiels, nous avions décrit le fonctionnement des marchés dans cet idéal qu'est la concurrence pure et parfaite. Mais nous avions justement précisé au début du chapitre que la concurrence pure et parfaite était uniquement un modèle théorique qui permettait de décrire le fonctionnement des marchés tel que justement le surplus des consommateurs et des producteurs était assuré au niveau maximum possible et sans intervention donc de l'État. Et nous avions précisé donc que c'était un idéal vers lequel il fallait tendre, mais qui se retrouvait rarement en pratique. Par conséquent, dans le cadre de ce chapitre, nous allons aborder la question de la concurrence imparfaite, en commençant dans cette vidéo par décrire les différents types de marchés non concurrentiels et les éléments, les facteurs qui peuvent expliquer justement l'imperfection de la concurrence. Quand on se réfère aux 5 conditions de la concurrence pure et parfaite, la première de ces conditions est la question de l'atomicité des acteurs. En effet, en concurrence pure et parfaite, on suppose que beaucoup d'offreurs font face à beaucoup de demandeurs et que, donc, aussi bien du côté de l'offre que de la demande, les acteurs sont tellement nombreux qu'ils ne peuvent pas avoir un effet significatif, une influence importante sur le fonctionnement du marché. Dans le cadre de la concurrence pure et parfaite, nous allons voir d'autres structures de marché où justement cette hypothèse de concurrence pure et parfaite et notamment d'atomicité des acteurs n'est pas respectée. Donc on va notamment voir la situation où vous avez un nombre limité d'offreurs qui fait face à un nombre important de demandeurs, voire la situation où vous avez un seul offreur qui fait face à un nombre important de demandeurs. Alors évidemment, en réalité, on peut complexifier le tableau et voir toutes les situations possibles, comme vous le voyez ici, mais ce qui nous intéresse vraiment, c'est cette situation, donc les questions de l'oligopole et du monopole. Alors parfois, on pourra aussi s'intéresser à des oligopsones et des monopsones, lorsque c'est du côté de la demande, que vous avez un nombre limité de demandeurs, voire un seul demandeur, mais globalement, il faudra garder en tête les principes qu'on aura décrits pour les oligopoles et les monopoles. Même si les définitions de l'oligopole et du monopole peuvent facilement se retrouver à partir du tableau précédent, on va maintenant prendre le temps de définir chacune de ces structures de marché, en commençant donc par l'oligopole. Un oligopole est la situation où un faible nombre d'offreurs fait face à un nombre important de demandeurs. Je répète la définition. Un oligopole est la situation où un faible nombre d'offreurs fait face à un nombre important de demandeurs. Et ensuite, monopole. Donc un monopole est la situation où un seul offreur fait face à un nombre important de demandeurs. Un monopole est la situation où un seul offreur fait face à un nombre important de demandeurs. Alors là, quand on parle de nombre limité ou même de un seul offreur, alors sur le nombre limité, c'est pas une règle précise, mais en gros, on va dire que dès qu'il y a un petit nombre d'offreurs et qu'ils sont suffisamment peu nombreux pour justement discuter entre eux et conclure des accords entre eux, on reviendra notamment quand on décrira le fonctionnement des oligopoles. Quant au monopole, donc en théorie, monopole, un seul offreur, comme je viens de le dire. En pratique, on peut considérer comme monopole un marché où vous avez plusieurs offreurs, mais que l'un de ces offreurs représente, par exemple, à lui tout seul, 90% du marché. Lorsque donc, une entreprise, un producteur détient 90% de parts de marché, on peut considérer que ce marché est en quasi-monopole, car même si vous avez d'autres offreurs présents, leur poids est suffisamment faible pour considérer qu'il est quasiment inexistant. Donc il faut avant tout considérer le nombre d'offreurs présents sur le marché, mais aussi, dans un second temps, s'intéresser à leur poids respectif. Une autre des conditions de la concurrence pure et parfaite est la question de l'homogénéité des produits. Sur un marché en situation de concurrence pure et parfaite, doivent s'échanger des produits qui sont comparables entre eux. Finalement, le seul facteur qui va permettre de différencier les différents producteurs et les différents produits sur le marché est leur prix. Il n'y a pas d'avoir de différence de qualité, qu'elle soit d'ailleurs réelle ou supposée. Quand cette hypothèse d'homogénéité des produits n'est pas respectée, on se trouve alors dans une autre situation de concurrence imparfaite qu'on appelle la concurrence monopolistique.
et que nous allons définir à présent. Donc, on parle de concurrence monopolistique quand un marché contient un nombre important de producteurs, mais avec des produits différenciés. Je répète, la concurrence monopolistique est la situation où un marché contient un nombre important de producteurs, mais avec des produits différenciés. On avait dit qu'en situation de concurrence pure et parfaite, les acteurs étaient preneurs de prix, ils devaient accepter le prix défini sur le marché et n'avaient pas d'influence décisive, en tout cas sur ce prix. Au contraire, en situation de concurrence pure et parfaite, les acteurs disposent d'un pouvoir de marché et on va dire qu'ils sont faiseurs de prix. Le pouvoir de marché, définition, est la capacité d'une entreprise à influencer le prix défini sur un marché. Je répète, le pouvoir de marché est la capacité d'une entreprise à influencer le prix défini sur le marché. Et donc, comme je l'ai dit, quand une entreprise dispose d'un pouvoir de marché, on considère qu'elle est faiseuse de prix, ce qui est donc l'inverse de preneuse de prix. Nous allons maintenant nous intéresser aux différents facteurs qui peuvent expliquer qu'un marché se trouve en situation de concurrence imparfaite, et notamment les différents facteurs qui peuvent être à l'origine d'une situation de monopole. Nous allons commencer par la question du monopole d'innovation. Un monopole d'innovation est la situation où une entreprise est en situation de monopole car elle a développé une innovation qu'elle est la seule à pouvoir exploiter. Vous comprenez bien pourquoi est-ce qu'elle a un monopole, elle a développé une innovation, ses concurrents n'ont pas développé la même innovation, elle peut donc proposer un produit unique auquel ses concurrents n'ont pas accès, ce qui en effet va la placer en situation de monopole. Cependant, ce monopole n'est que temporaire car les autres entreprises, certes, ne peuvent pas développer exactement la même innovation car cette innovation sera a priori protégée par un brevet, mais elles peuvent développer des innovations similaires, des innovations concurrentes, elles peuvent justement se fonder sur l'innovation développée par cette entreprise pour essayer de développer d'autres innovations, faire concurrence. Et dans cette logique, les entreprises ont intérêt à toujours développer des innovations pour à chaque fois essayer de se retrouver en monopole, même si c'est temporairement, mais profiter pendant un certain temps des avantages du monopole. Donc là, vous avez une espèce de dialectique entre monopole et concurrence, puisque les entreprises cherchent à échapper à la concurrence en développant des innovations et à profiter des avantages du monopole, mais dès qu'elles ont réussi à le faire, elles vont assez rapidement, plus ou moins rapidement selon les situations, mais se retrouver imitées et donc concurrencées par d'autres entreprises. On peut citer l'exemple du smartphone, qui est donc une innovation développée par Apple en premier lieu, dans les années environ 2007, mais qui assez rapidement s'est fait donc imiter et concurrencer par d'autres entreprises comme Samsung. Avec cette question du monopole d'innovation, on voit que les monopoles peuvent être liés, peuvent être causés par des comportements des entreprises elles-mêmes. Et ça peut aussi être le cas dans la question de l'existence de barrières à l'entrée. Donc en gros, définition, une barrière à l'entrée est un obstacle qui empêche de nouvelles entreprises de s'installer sur un marché. Je répète, une barrière à l'entrée est un obstacle qui empêche de nouvelles entreprises de s'installer sur un marché. Donc on voit bien que le principe de la barrière à l'entrée vient remettre en cause la question, l'hypothèse de libre entrée et sortie des acteurs sur le marché. Là, on cherche justement à limiter l'entrée des acteurs sur le marché pour que les acteurs qui sont présents sur le marché ne soient pas concurrencés par de nouvelles entreprises. Ces barrières peuvent être liées à des contraintes légales. Dans ce cas, on parlera de monopole institutionnel ou de monopole légal. Par exemple, si c'est l'État qui a voté une loi, instauré une loi qui affirme que une seule entreprise, et généralement une entreprise publique détenue par l'État, peut réaliser telle activité. Sur la question du transport de voyageurs, par exemple avec la SNCF, bien que son monopole est aujourd'hui remis en cause, ou la question du transport de courrier simple, pas les colis, mais juste les lettres, qui est assuré donc de façon monopolistique par la Poste. On a aussi des questions de monopole naturel, car en effet, les monopoles légaux viennent souvent protéger des situations de monopole naturel, et donc en gros, je vais développer, mais un monopole naturel, c'est une situation où on est obligé d'avoir un monopole, pour des raisons que je vais expliquer, et donc l'État peut se dire, bon,
on sait que l'entreprise qui va réaliser cette activité sera en situation de monopole. Donc plutôt que ce soit une entreprise privée et des particuliers qui profitent de cette situation de monopole, notamment au détriment des consommateurs et des consommatrices, on va nationaliser l'entreprise, ou en tout cas on va faire en sorte que l'entreprise qui s'occupe de cette activité soit sous le contrôle de l'État, appartienne à l'État, pour justement pouvoir proposer des prix qui restent accessibles pour les consommateurs et les consommatrices. Donc là, vous avez des justifications des monopoles légaux et institutionnels. Alors, donc pour expliquer d'où viennent ces monopoles naturels, en gros, c'est lié au fait que pour s'entrer dans cette activité, l'entreprise va être obligée de réaliser des investissements coûteux. Généralement, c'est la mise en place d'un réseau important. Dans le cas de la SNCF, par exemple, il faut mettre en place un réseau ferroviaire. Tout le monde ne peut pas faire ça, et une fois que ce réseau a été mis en place, il n'y a pas d'intérêt à mettre en place un réseau concurrent et donc à dépenser à nouveau des sommes importantes. Donc le premier qui est présent sur le marché, qui a mis en place ce réseau et qui donc a réalisé des investissements nécessaires à la mise en place de ce réseau, va avoir un monopole. Car les autres vont se dire à quoi ça sert que j'essaye de le concurrencer et de mettre en place un autre monopole, un autre réseau, pardon, parce que justement, si j'essaye de le faire, non seulement ça va me coûter cher et ça risque justement de ne pas fonctionner parce que les gens vont quand même continuer à profiter du premier réseau qui a été mis en place par mon concurrent. Donc voilà, je répète, monopole naturel. Pour se lancer dans l'activité, il faut réaliser des investissements coûteux, notamment liés à la mise en place d'un réseau. La première personne qui se lance dans la création de ce réseau et donc dans cette activité va se retrouver en situation de monopole naturel car personne ne va vouloir la concurrencer en mettant en place un autre réseau. Voilà, ce qui j'espère être un peu plus clair. Et enfin, la question des barrières à l'entrée met clairement en avant l'idée que les entreprises peuvent avoir des comportements stratégiques pour empêcher les concurrents d'émerger ou justement de remettre en cause leur situation de monopole, ou voire d'oligopole pour le coup. Ça peut être, donc on va voir sur la question des oligopoles, des ententes entre les entreprises présentes sur le marché. Ça peut être le rachat de concurrents qui commencent à émerger et avant justement qu'ils posent un sérieux problème, on les rachète et on les intègre dans notre entreprise afin de rester en situation de monopole. Ça peut être aussi un contrôle de la filière en amont ou en aval. Donc, par exemple, en amont, il s'agira de contrôler une ressource auquel l'entreprise a besoin. Si vous contrôlez justement cette ressource, vous empêchez les entreprises concurrentes d'y avoir accès, forcément vous allez les pénaliser et vous allez donc instaurer une barrière à l'entrée. À l'inverse, en aval, si vous contrôlez par exemple un réseau de distribution et que vous empêchez d'autres entreprises d'avoir accès à ce réseau de distribution, dans une autre mesure, on peut citer l'exemple des marchés d'applications, que ce soit l'Apple Store ou Google Play, où justement Google et Apple contrôlent les applications qui sont présentes sur leur marché d'applications et peuvent donc instaurer des frais qui vont freiner le développement de concurrents. Dans la même perspective, toutes les questions de compatibilité entre différents produits ou le fait qu'un produit est installé d'office, par exemple les ordinateurs qui sont équipés systématiquement quasiment, et même si aujourd'hui justement c'est remis en cause grâce à des décisions de l'Union européenne pour protéger la concurrence, mais le fait que les ordinateurs sont équipés généralement de la suite Office et de Microsoft, enfin de Windows, donne un clair avantage justement à Microsoft. Donc là on voit bien que cette question des comportements stratégiques des entreprises elle est un peu plus vague, un peu plus générale que le reste, mais il y a plein de comportements que les entreprises peuvent mettre en place pour limiter l'apparition de la concurrence pure et parfaite et l'apparition de concurrents. Et on voit bien que, selon les économistes, l'idéal c'est la concurrence pure et parfaite, mais en fait, selon les entreprises, l'idéal c'est le monopole, car c'est là, et on va voir justement ensuite qu'est-ce qui se passe exactement au monopole, mais c'est là que les entreprises ont la meilleure situation et font le plus de surplus. La concurrence pure et parfaite, si vous regardez le surplus global pour les consommateurs et pour les producteurs, c'est la situation idéale, mais pour les entreprises, quand on regarde donc juste le surplus des producteurs,
ce n'est pas le cas et au contraire, en monopole, elles peuvent réaliser un surplus plus important. Donc je résume juste les différentes sortes de monopoles et leur origine. Donc monopole d'innovation, une entreprise a développé une innovation et est la seule à pouvoir exploiter cette innovation. C'est un monopole temporaire qui ne pose pas vraiment de problème dans le cadre de la concurrence pure et parfaite. Les barrières à l'entrée, donc là vous avez des obstacles qui vont empêcher d'autres entreprises d'arriver sur le marché et de faire concurrence aux entreprises qui sont déjà présentes. Le monopole institutionnel, le monopole légal, vous avez donc une loi qui assure le monopole à une entreprise, souvent une entreprise publique. Le monopole naturel, il faut réaliser des investissements importants, notamment la mise en place d'un réseau pour se lancer sur le marché. Et la première entreprise à avoir mis en place ce réseau profite justement de la situation sans concurrence ou tous les comportements stratégiques que les entreprises peuvent déployer pour empêcher des concurrents d'apparaître.